Bonsoir à tous et meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Merci pour votre fidélité à la Tribune de Vaucluse, l'émission qui reçoit chaque mois une personnalité de notre département. Ce soir, nous allons aborder avec notre invité comment débute le travail du Conseil régional. Quels sont les engagements que la majorité de cette Chambre prend vis-à-vis de ses concitoyens et qu'est-ce qu'il fera pour notre département. Nous sommes heureux de recevoir Julien Aubert, député du Vaucluse pour la 5e circonscription, tête de liste Les Républicains en Vaucluse et maintenant 3e vice-président du Conseil régional de PACA. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir et bonne année à tous. Je suis accompagné ce jour par Patrick Nipiler et Henri Faucon, tous deux producteurs de RCF et membres du Cross Média. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Et cette émission est enregistrée vendredi 22 janvier dans l'après-midi. Avant toute chose, Julien Aubert, nous laissons nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ou peu vous découvrir au travers d'une courte présentation. Julien Aubert, vous avez 38 ans. Natif de Marseille, vous avez aussi des attaches familiales dans le Vaucluse. À 20 ans, c'est comme attaché parlementaire de Thierry Mariani, alors député RPR de la circonscription d'Orange, que vous entrez en politique. Par la suite, votre parcours académique vous emmène à l'IEP de Paris, à l'ENA d'où vous sortez 17e et à un master aux USA. Vous avez exercé des responsabilités de haut fonctionnaire au ministère des Finances, puis à l'Élysée où vous avez travaillé sur le dossier Union pour la Méditerranée sous l'autorité de votre professeur de Sciences Po, Henri Guénaud. En 2012, vous devenez député du Vaucluse. En 2013, vous êtes élu conseiller municipal d'opposition de Carpentras, poste que vous venez de quitter pour limiter le nombre de mandats après votre élection au Conseil régional. Vous venez de prendre le poste de 3e vice-président du Conseil régional de PACA. Voilà Julien Aubert, peut-être réflexion C'était pas 2013, c'est 2014 pour les élections municipales et je suis pas au fonctionnaire du ministère des Finances, je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes, c'est-à-dire que je suis magistrat financier. Très pas bien. le ministère des Finances, mais sinon c'était parfait. Merci pour ces petites modifications et compléments. Alors, une question d'actualité. Dans quelques jours, il va y avoir des votes importants par rapport à la prolongation de l'état d'urgence et la déchéance de la nationalité avec un changement de constitution. Qu'allez-vous voter ? Moi, je vais voter très clairement favorablement par rapport aux deux propositions. D'abord par esprit de cohérence, puisque la droite a proposé depuis un an notamment que soit introduite la déchéance de nationalité pour les terroristes. Donc, à 3 reprises, nous avons proposé ceci. Donc, je vais à mal pourquoi, à partir du moment où c'est François Hollande qui le propose, on déciderait de voter contre, de s'abstenir. Même si je suis conscient que ce n'est pas le cœur du sujet, mais je crois aussi que la politique, c'est une affaire de symbole et que donc il faut assumer ce symbole. Et comment vous allez gérer le fait que 20 députés républicains ont appelé dans Le Monde hier à voter contre cette révision constitutionnelle ? Oh, moi, je gère rien. Après, chacun... on appartient au même parti politique, mais moi, je représente... Au même groupe parlementaire aussi ? Oui, au même groupe parlementaire, mais ça m'est arrivé, vous savez, de voter à de très nombreuses reprises contre mon propre parti. J'ai voté contre, notamment, les modifications pour permettre le traité européen. Je faisais partie des 17 députés eurosceptiques qui se sont élevés contre une écrasante majorité de républicains. Donc, chacun fait par rapport à ce qu'il considère être ses valeurs, son engagement politique, sa circonscription et sa sensibilité. Moi, je suis un gaulliste, séguiniste, eurosceptique, donc j'assume. Et en l'occurrence, chacun chez soi et Dieu pour tous. Mais celui qui pose un acte terroriste vis-à-vis de sa nation, est-ce que de fait, il ne se déchoit pas lui-même de sa nationalité ? Sans doute, mais en même temps, c'est mieux en le disant et en l'actant qu'en restant une situation de facto. Je crois vraiment que la France adore ce genre de polémique, de débat. Alors, on s'est creusé la tête. Est-ce qu'il faut l'étendre à tout le monde, etc. Moi, ça ne me dérangerait pas non plus, d'ailleurs, qu'on l'étende à tout le monde. Mais je crois que c'est plus de l'ordre du symbole qu'une mesure pratique. Et enfin, Manuel Valls a dit qu'en fait, l'état d'urgence serait maintenu jusqu'à ce que Daesh mange la poussière. C'est quand même pas pour demain. Donc, vivre en état d'urgence comme ça, pratiquement continuel, c'est faisable pour la France ? Je crois que c'est surtout compliqué pour les troupes, pour les forces armées qui commencent un petit peu à fatiguer, puis d'autant qu'elles ne sont pas faites pour ça. En fait, on utilise des soldats à monter des opérations de sentinelle alors qu'elles sont a priori pas faites pour faire du gardiennage
ou du contrôle dans la rue, d'autant plus elles n'ont pas les moyens de le faire. Maintenant, je suis favorable, moi, à ce qu'on maintienne toutes les mesures de sécurité tant que la menace n'aura pas été écartée. J'ai aucun problème. Il y a des gens qui ont des fois des arrière-pensées, qui se méfient de leurs élites politiques. Moi, je ne crois pas qu'on aille vers une dictature parce qu'on maintient l'état d'urgence. Il y a d'ailleurs pire dans la Constitution. Il y a l'article 16 qui donne tous les pouvoirs au président de la République. Ça ne m'a jamais dérangé et je considère que c'est une très bonne mesure. Donc, vous voyez, je suis assez serein sur ce type de mesure. Écoutez, votre position est nette, en tout cas, merci. Alors ça, c'était l'actualité immédiate et nationale. Dans une actualité un petit peu plus ancienne et plus régionale, les élections régionales, la liste que vous dirigiez des Républicains dans le Vaucluse est arrivée en 3e position au premier tour, et une vraie 3e position si on ajoute aux socialistes les voix du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. C'est un échec pour les Républicains. Comment l'expliquez-vous, Julien Aubert ? Alors d'abord, il faut se plonger dans les chiffres, effectivement. Même s'il y a une différence dans le département, vous aurez noté que dans ma circonscription, en tout cas, on fait 3 points de plus et qu'au 2e tour, Mme Le Pen est battue dans la 5e circonscription de Vaucluse, puisqu'on fait 52, elle fait 48, avec des pointes à 59 sur Apt, 58 sur Pertuis, et même à Carpentras, qui est pourtant considéré comme son fief, le différentiel est de 52-48. Mais c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'échec personnel pour vous, mais d'échec pour votre parti. Je sais, mais au cas où il y aurait des auditeurs qui seraient tentés de faire la... Au moins, comme ça, c'est dit. Je préfère prévenir que guérir. Ensuite, il faut regarder les chiffres. Premièrement, par rapport aux élections de régionales de 2010, la droite perd 3000 voix. Donc, certes, nous avons reculé. Maintenant, quand vous savez que le Front National en a gagné plusieurs dizaines de milliers, quand je disais plusieurs dizaines de milliers de mémoire, je crois que c'est 80 ou 90 000, vous voyez bien qu'on ne peut pas déduire du fait que la droite arrivera en 3e position, qu'en réalité, c'est ça qui explique pourquoi le Front National, il y aurait une espèce de déversoir de voix entre la droite et le Front National. Je crois qu'il y a en réalité de nouveaux électeurs, qui sont d'ailleurs les plus jeunes. En 6 ans, ce sont les nouveaux inscrits qui ont massivement voté Front National. Je crois qu'il y a un divorce profond entre la classe politique et l'opinion, avec un rejet tous azimuts. Je crois que l'instrument de ce rejet, c'est aujourd'hui le vote Front National. Que si demain on reconnaissait le vote blanc, peut-être qu'il y a des personnes qui utiliseraient ce moyen. Et que, en réalité, quand on dit... En fait, nous ne sommes pas arrivés à convaincre de voter républicain, mais le débat est beaucoup plus large parce qu'en fait, il dépasse le Vaucluse et même la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous aurez bien vu que, quel que soit le candidat Front National, eh bien, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou Marion Le Pen, elle réalise quasiment les mêmes scores. Donc, pourtant, la sociologie est totalement différente, les opposants sont totalement différents, donc c'est un sujet plus vaste. Reste que c'est un échec et ça montre qu'aujourd'hui, l'arrivée des primaires, les divisions, l'absence de programme, l'absence aussi de droit d'inventaire sur ce qui s'est passé entre 2007 et 2012 font qu'une partie des électeurs de droite disent « Moi, je ne veux pas voter républicain, en tout cas pas pour des élections qui, entre guillemets, ne sont pas considérées au même titre que les élections législatives ou présidentielles. » Alors, vous venez tout juste de prendre le poste de 3e vice-président. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce que va contenir justement ce poste de vice-présidence ? D'accord. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de présenter l'équipe. Parce que je ne suis pas l'arbre, je suis un peu l'arbre qui cache la forêt. D'abord, le Vaucluse a 2 vice-présidents. Moyenne d'âge 36 ans. Je tiens à le signaler parce que souvent, on dit il n'y a pas de renouvellement politique. J'ai voulu et j'ai obtenu que cette élection soit une élection de renouvellement politique. Si on ajoute Bénédicte, donc la 2e s'appelle Sonia Zidat, elle ne faisait pas de politique il y a 6 mois. Elle vient totalement de la société civile, elle est au MoDem, elle devient vice-présidente en charge des solidarités. Donc le Vaucluse est positionné sur les finances et sur tout ce qui est social dans la politique régionale. Et je tiens à le souligner parce que c'est un renouvellement. Bénédicte Martin, également, 45 ans, présidente de la commission agriculture, qui est donc un des moteurs économiques de notre département. Et puis Jacqueline Bouillac, conseillère régionale sortante, plus expérimentée, qui est déléguée aux parcs naturels régionaux, ce qui permettra d'ailleurs de statuer sur le futur parc du Ventoux. Et puis ensuite, une équipe qui déploie des compétences sur à peu près tous les sujets de la région. Donc vous avez Michel Bissière, ancien adjoint de Marie-Josée Roig sur la culture, très investi sur ce domaine, puisqu'il était adjoint à la culture d'Avignon. Vous allez trouver Louis Biscara, maire de Jonquière, UDI, qui est sur les sujets de formation professionnelle, le tourisme. Vous avez dans l'équipe Madame Sylvestre Zimmer, qui est chef d'entreprise, qui est à la tête d'une dizaine d'entreprises en Vaucluse et qui va être donc la porte d'entrée pour tous les chefs d'entreprise du département sur le sujet économique.
Donc, vous avez toute une série de compétences qui sont ainsi présentées. Stéphane Sauvageon, adjoint au maire de Pertuis, 50 ans, qui lui est spécialiste de finances, de ressources humaines, qui est fonctionnaire à la communauté du Pays d'Aix. Donc, nous couvrons à peu près, je dirais, tous les domaines d'intervention de la région. Maintenant, moi, le portefeuille qui m'a été donné, d'abord, c'est un portefeuille qui était occupé par Jean-Louis Joseph, qui était 5e vice-président, je crois, également aux finances. On m'a rajouté la rationalisation des dépenses. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que ça veut dire les économies de dépenses de fonctionnement. Pas seulement des dépenses de fonctionnement, je pense qu'il y a des économies à faire partout. C'est pour ça que je ne suis pas au ministère des Finances, mais à la Cour des comptes. C'est que la Cour des comptes, vous savez, on compte. Et donc, en comptant, on s'est quand même aperçu qu'il y avait un gros problème sur les finances de la région. C'est-à-dire quel est-il ce problème alors? C'est très simple. 2,6 milliards de dettes, c'est-à-dire l'équivalent du budget. Et chaque année, une région qui s'endette un peu plus pour boucler sa fin de mois, avec un endettement qui croît au point que l'année prochaine, on pourrait être à quasiment 3 milliards. Est-ce que c'est pas un peu fallacieux de dire que la dette est égale au budget annuel? Parce qu'un ménage qui achète sa maison, par exemple, s'endette pour un montant bien supérieur à ses revenus annuels. Oui, mais simplement, vous savez que c'est un peu comme pour la France. Lorsque vous atteignez 100% du PIB, on considère que vous avez passé une forme de cap. Alors, c'est vrai que le budget, ça n'est pas le produit intérieur brut, on pourrait faire de l'économie. Reste que il faut voir la capacité d'investissement. Et en fait, si on veut rentrer dans les chiffres, chaque année, l'épargne brute de la région baisse. Et pour faire très simple, le chiffre à retenir, c'est qu'il faut faire 100 millions d'euros d'économie cette année. 100 millions d'euros d'économie, c'est énorme. Et savez-vous déjà sur quel poste vous allez le faire? Alors, on a commencé à le faire, puisque vous avez bien vu qu'on a freiné. Nous avons freiné les dépenses de fonctionnement, et notamment tout ce qui est lié. Alors, c'est généralement ce que les gens voient en premier. Ils voient le rythme, qu'on appelle train de vie. Le train de vie des élus. Bon. Et pas que celui des élus, d'ailleurs, le train de vie peut-être aussi des salariés du conseil régional. Oui, des fonctionnaires du conseil régional, oui, mais malheureusement, c'est pas souvent là. Je sais que c'est très visible, mais c'est pas là, en fait, où vous réalisez les économies les plus substantielles. Reste que on a annoncé 19 millions d'économies. Donc, je rappelle, c'est la fin des ordinateurs pour tous, puisqu'il y avait en doublé ordinateur fixe, ordinateur portable. Ce sont des économies en termes de portables. C'est la vente de la maison de la région sur la Canebière, qui va rapporter 5 millions d'euros. On a déjà 3 acheteurs intéressés, parce qu'on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y aurait le siège du conseil régional et puis à 2 stations de métro, une maison de la région. Ce sont la fermeture des antennes régionales actuelles. L'antenne régionale d'Avignon est magnifique. C'est un très bel hôtel, des très beaux volumes de bureaux, mais ce sont d'abord des bureaux d'élus et pas du tout une antenne au service de la population. Quand vous regardez les chiffres de fréquentation, même par téléphone, ça ne justifie pas un tel investissement locatif. Donc, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Puis, maintenant... sur le papier, ça veut dire que vous arrivez à peu près à ces 100 millions d'euros? Ah non, je vous ai dit, c'est que la première vague qui a été annoncée, c'était donc il y a 10 jours, c'était 19 millions d'euros tout de suite sur le train de vie des élus. Également, on a revu les moyens affectés, les voitures, Mais je tiens à en profiter quand même pour faire une incise, parce que moi, j'essaie d'être très strict, si vous voulez, sur l'argent du contribuable, parce que j'ai été éduqué professionnellement comme ceci. Reste que, je tiens à le dire pour les gens qui nous écoutent, il ne faut pas non plus verser dans une espèce de jansénisme, puisqu'on est sur RCF, dans une espèce de jansénisme consistant à dire que l'élu, le bon élu, c'est celui qui met une robe de bure et qui se flagelle et qui quasiment paye pour être élu. C'est la même chose pour les catholiques. Hein. Si on veut, mais si on veut avoir, si vous voulez, une qualité dans le personnel politique, il faut le payer correctement, il faut lui donner les moyens de fonctionner. Et parce que moi, des fois, j'entends, on me dit, si on faisait des économies sur les petits fours, si vous faisiez des économies sur les petits fours, vous gagnerez 0,5% peut-être d'économie, mais par rapport aux enjeux demain de la sécurité sociale, ou voilà, ça n'est pas suffisant. Donc, ça, c'est ce que et je referme la parenthèse. Maintenant, 19 millions, maintenant, il faut trouver sur le fonctionnement, sur d'autres postes, sur les dépenses salariales et sur les dépenses d'intervention, le reste. Sachant que ça va être très compliqué. Alors, Henri Faucon. Un contrat de plan État-région avait été signé pour 2015 et 2020. Est-ce qu'il va être poursuivi ou est-ce que vous remettez en question ce qui était prévu à l'intérieur de ce plan ?
Ça n'est pas tranché pour l'instant, parce que actuellement nous sommes dans une urgence qui est qu'avant le 8 avril, nous devons avoir adopté un budget, sachant que nos prédécesseurs ont fait les choses de manière correcte, c'est-à-dire qu'ils ont fait un budget neutre, sans choix politique. Donc nous avions annoncé que dans le cadre de ces contrats État-région, il y avait des éléments que nous souhaitions faire ressurgir. Je pense par exemple à la Léo, qui intéresse particulièrement Avignon. Bon, donc il y a des sujets sur lesquels nous voulons mettre l'accent. Ces arbitrages doivent être faits alors que dans le même temps, nous sommes en train de comprimer les recettes. Et c'est ce que nous allons faire ici pendant 2 mois. Reste que, il y a fort à parier que nous allons évidemment... Alors, il y a tous les grands engagements qui ont été pris par la région seront tenus. Maintenant, moi, il y a des sujets sur lesquels j'aimerais qu'on avance. Par exemple, la sécurisation de la Barthelas à Avignon vis-à-vis des crues. Je pense que la Léo est un dossier qui mérite quand même qu'on mette l'accent, la déviation d'Orange. Et puis, il y a des dossiers qu'on nous a transmis, comme par exemple le port multimodal à Champfleury, des choses comme ça, où évidemment, on va continuer sur les mêmes rails. Voilà. Alors, on va en profiter, on va faire une pause. Je vous invite à rester avec nous car dans quelques instants, nous continuerons de parler du conseil régional et certainement aussi du conseil territorial. Merci si vous nous avez rejoints sur RCF. Nous sommes avec Julien Aubert, député de Vaucluse et 3e vice-président du Conseil régional. Et nous reprenons avec Patrick Knipeller sur la question du Conseil territorial. Alors Christian Estrosi est en train de créer le conseil territorial qu'il avait promis suite au désistement des socialistes en faveur des républicains pour faire barrage au Front National. Alors ce conseil territorial perçu par les chrétiens que nous sommes un peu comme le synode des évêques qui a de belles conclusions mais dont le pape, là en l'occurrence le pape Estrosi, pourra faire ce qu'il veut. Est-ce que ça va ressembler à un synode des évêques avec totale liberté quant aux décideurs ou vous allez réellement tenir compte de ce qui se dit dans ce conseil territorial, Julien Aubert ? Tout dépend si le pape Estrosi ressemble au pape Benoît ou au pape François. On ne sait pas encore. Vous savez, il y a une volonté de décentralisation dans l'Église. Donc, maintenant, il y a quand même une différence. C'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité au Conseil régional, alors qu'on est à la recherche de la vérité au sein de l'Église. Non, moi je pense que ce Conseil territorial répond à une situation très particulière. La crise de la démocratie engendre le vote protestataire. La force du vote protestataire engendre un résultat qui, pour un responsable politique, est extrêmement est à la fois compréhensible et incompréhensible. Compréhensible parce que autour de nous, on voit qui peut voter et pourquoi. Et en même temps incompréhensible parce qu'on en arrive à un stade où des gens qui ne font pas campagne, qui ne sont pas connus, font un score qui crève tous les plafonds. Avec le risque, évidemment, un jour que la force de la colère amène des gens qui arrivent au pouvoir sans qu'on sache vraiment qui les a sélectionnés. Ce qui est un petit peu le cas du Front National, qui est un parti qui, des fois, n'a pas suffisamment de candidats, donc il va piocher et il se retrouve un peu... Ça veut dire quoi qu'en fait, les gens qui votent pour le Front National, en fait, sont manque de vision, se rendent pas compte ? Ah non, je crois que vous avez une colère populaire qui prend plusieurs aspects, c'est-à-dire que quand je suis allé faire du porte-à-porte, les gens reprochent tout. Jamais à vous, personnellement. Ils disent non, mais vous, c'est pas le problème, à la limite, on sait ce que vous faites, mais derrière. Et alors, la liste est longue. Ça va des cambriolages qui ont été faits la semaine dernière, jusqu'aux dernières annonces de François Hollande qu'on n'aime plus, jusqu'aux guerres chez les Républicains, en passant par l'immigration, en passant par le terrorisme, en passant par le fait que, je l'ai entendu, les exemples que je vous donne ne sont pas des... En passant par le fait que, au bout de la rue, on avait promis des travaux, ils n'ont pas été faits depuis 3 ans, ce qui prouve que les politiques mentent. Voilà. Et donc, vous avez autant de raisons de voter Front National qu'il y a d'individus. Ma responsabilité, elle est d'essayer d'endiguer le phénomène, de redonner du lien avec le politique. Mais on n'est ni Superman, ni responsable de l'ensemble de la démocratie. Chacun est responsable de l'état de sa démocratie. Mais quand même, en créant un conseil territorial pour donner la parole à ceux qui n'ont pas d'élus dans l'Assemblée régionale, au détriment du Front National, qui a énormément d'élus, ou à qui vous n'avez même pas accordé un seul poste de vice-président, est-ce que vous n'allez pas faire de ces gens du Front National des martyrs de la politique et alimenter encore plus la rancœur des gens qui votent par réaction ? Alors, d'abord 2 choses. Premièrement, ça ne se fait pas au détriment. La composition de ce conseil territorial, nul ne la connaît. Et deuxièmement, il n'est pas certain que le Front National en soit exclu.
Deuxièmement, le Front National n'est pas privé de son droit de parole, puisque lui, il vote et il est représenté au sein du Conseil régional, donc il peut s'exprimer à la même hauteur que les Républicains sur toutes les décisions, ce que les socialistes ne peuvent pas faire. Troisièmement, il aurait été tout à fait anormal que le Front National ait une vice-présidence. Et pourquoi ? Parce que la vice-présidence, c'est participer à l'exécutif. C'est comme l'ouverture. C'est comme si vous disiez il faudrait que les Républicains aient un ministre au gouvernement de M. Hollande. Oui, mais les Républicains ont bien une présidence de commission à l'Assemblée nationale, la commission des finances. Oui, c'est pas la même chose. Vous m'avez dit une vice-présidence. La vice-présidence, c'est l'exécutif. Après, la présidence de commission, ça aura pu être effectivement un choix, mais ça, c'était différent. Maintenant... Et ils n'ont pas non plus de présidence de commission. Ils n'ont pas de présidence de commission. Après, c'est un choix qu'a fait le président Estrosi. Moi, vous savez, je respecte. C'est vrai qu'il y a une tradition qui est en train de se faire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je pense que ça a des avantages. Maintenant, il faut aussi voir la manière dont l'opposition veut se comporter. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que les attaques ou que les critiques qui ont été exercées... Moi, je suis opposant depuis 3 ans, donc je commence à avoir pas le master, mais au moins la licence S-opposition. C'est très compliqué de faire une opposition constructive. J'ai toujours essayé, c'est-à-dire ne pas descendre en dessous de la ceinture en ciblant les gens sur des choses extra-politiques. Quand la première séance m'a pas donné l'impression qu'on était dans le débat d'idées. C'était la petite phrase, c'était Monsieur Estrosi, vous avez été inculpé pour ça, vous avez eu un article sur ça, bon, sur des sujets qui n'avaient pas, voilà. Si c'est pour avoir du cirque toute la journée, j'ai déjà le Parlement, ça me manquera pas au Conseil régional. Alors ce conseil territorial, ses missions, est-ce que vous avez quand même quelques idées, et puis quand est-ce qu'il va être mis en place ? Alors, je n'ai pour idée que ce qu'a dit le président Estrosi. Maintenant, ce que je peux vous donner, c'est quel peut être l'apport. Pour moi, il peut être un apport si on pense à sa composition. Je pense qu'il ne faut pas en faire un objet politique, au sens de il y a eu un besoin politique à un moment donné. Ça peut être une idée intéressante d'aménagement du territoire, d'essayer d'avoir des représentants, y compris des zones rurales, qui sont parfois oubliées des listes. Quand vous faites des listes régionales, c'est à la proportionnelle, donc vous avez une surreprésentation des villes. Moi, je pense que ce serait peut-être l'occasion de dire... Il y a des coins, moi René, je viens du plateau de Sceaux, j'habite Sceaux. Il y a 3 ans, à Sceaux, il y avait un conseil régional, il y avait un conseil départemental, je pense qu'il n'était pas même vice-président, il faut vérifier. 3 ans plus tard, la loi NOTRe est passée par là, il n'y a plus que le député, et encore, le député, il pourrait vivre à Carpentras ou à Pertuis. Il se trouve que j'habite là, mais c'est pas... Bon. Donc vous voyez, il y a une sous-représentation des espaces ruraux. Donc, à mon avis, ce conseil territorial, il y a le mot territoire dedans, il doit représenter les forces politiques, y compris d'ailleurs des forces politiques qui n'avaient pas présenté peut-être qui sont des partis ancrés mais qui n'auraient pas peut-être de liste, favoriser ceci et favoriser aussi un croisement avec la dimension de territoire. Là, ça peut être intéressant. Après, si c'est juste une caisse de résonance, évidemment, c'est pas forcément... En filigrane de ce que vous dites, c'est comment, en tant qu'élus, nous allons aller à la rencontre des besoins du terrain. C'est ça, en quelque sorte. C'est ça, parce que c'est très compliqué, le terrain. Vous savez, il y a des vaches sacrées. La démocratie française, pour moi, est victime de ces clichés. Et vous allez sur Facebook, moi je suis sur Facebook, c'est moi qui réponds, et je lis ce que les gens disent. Et malheureusement, j'ai beau combattre tout le temps un certain nombre de clichés, les clichés ont la vie dure et ils sont toujours plus forts. Par exemple, à quel cliché pensez-vous ? Les élus font ça pour l'argent. S'ils se battent autant, c'est parce que la place est bonne. De toute manière, les élus sont déconnectés du terrain. Si tous les élus faisaient un stage en entreprise, la France serait mieux gérée. Voilà. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires chez les responsables. Voilà. Toute une série de choses que je pourrais vous déconstruire. S'il n'y avait pas le cumul des mandats, ça irait mieux. Mais en même temps, on va faire des économies. Je vous prends ce dernier exemple parce qu'il est intéressant. Les gens vous disent, il y a trop d'élus, puis après ils vous disent, il faut le non-cumul des mandats. Si vous avez le non-cumul des mandats, ça veut dire que vous aurez plus d'élus. Si vous avez plus d'élus avec une seule indemnité, il faut s'assurer que l'indemnité corresponde au montant de travail. Donc ça veut dire que le maire de village, que vous indemnisez aujourd'hui 500 €, mais qui s'en sort parce qu'il fait 35 heures par semaine, parce qu'à côté de ça, il cumule avec d'autres mandats, si demain il n'a droit qu'à ça, ça veut dire qu'il ne faut plus le payer 500 €, il va falloir peut-être le payer le triple, parce qu'il fait 35 heures. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous augmentez le coût de la démocratie et que vous augmentez le nombre d'élus. Est-ce vraiment le résultat qu'on cherche ? Je ne dis pas qu'il faut toujours cumuler les mandats, il y a eu des excès, mais je dis simplement qu'avant de sauter à la conclusion, il faut bien réfléchir sur l'objectif recherché. C'est compliqué la recherche de la vérité en politique.
La vérité n'existe pas en politique. Julien Aubert, justement, vous êtes à la fois au conseil régional et aussi député, avec Oui, j'avais une charge de préempté travail importante. Enfin, comment vous allez vous organiser ? Alors déjà, j'ai réfléchi. Alors, vous voyez, parce que vous avez les principes, on vous dit c'est catastrophique, La réalité, c'est que j'aille au vœu de Rustrel ce soir, en tant que député ou en tant que vice-président du conseil régional, pour moi, c'est tout à fait identique. J'y serais allé de toute manière. Donc, il y a beaucoup de fonctions de représentation où, de toute manière, c'est pas ça qui vous... Voilà. La seule complexité réelle, c'est que des fois, vous pouvez être amené à vous balader dans le reste de la région. Bon. Et deuxièmement, c'est que vous êtes obligé d'aller sur Marseille où il y a des choses qui se passent. Donc, très concrètement, je vais avoir 2 collaborateurs de plus, un cadre et un non-cadre, qui seront donc à la région et qui assureront le travail et le suivi des dossiers là-bas. C'est juste une question d'organisation. Après... je connais des élus qui n'ont qu'un seul mandat et qui ne remplissent pas, loin de là, leur journée. Voilà, y compris dans le département. En somme, au même titre que vous êtes chargé de la rationalisation des finances, vous rationalisez aussi votre emploi du temps en cumulant les deux. Oui, c'est ça. C'est ce que je dois comprendre. Il y a une surcharge. Après, il y a un surcroît de travail, c'est évident. Évidemment. Mais quand on aime travailler, ça ne gêne pas. Vous savez, moi, ça me rend plus malheureux d'avoir une après-midi vide en me disant mais tu l'as pas valorisé que d'avoir trop de choses. À la limite, je m'en plains, mais quelque part, c'est émoustillant, ça vous oblige à vous remettre en question. Je pense que beaucoup de chômeurs en France aimeraient aussi avoir plus de travail que ce qu'ils ont. Je pense, oui. Et qu'est-ce que vous apporte le fait d'être député en étant conseiller régional et inversement ? Énormément. Pour un député, moi, je voulais absolument avoir un deuxième mandat actif, concret sur le terrain. Local, donc. Local. C'est pour ça que je m'étais présenté à la mairie de Carpentras. Parce que je croise toute la journée en tant que député des ministres, des chefs d'entreprise, des grandes entreprises qui disent voilà, on voudrait faire quelque chose pour le territoire. Le député n'a pas de moyens d'action. Donc là, en tant que vice-président de la région, les gens viennent me voir, les maires, les élus, les citoyens, avec des projets concrets. Et c'est intéressant parce que le député, on vient le voir généralement soit pour des interventions, soit pour parler de grands problèmes théoriques. Très rarement pour un dossier concret qui concerne le territoire, à part pour un coup de pouce. Et on fait de la politique aussi pour changer les choses, pas pour être le spectateur. Déjà, dans l'opposition, c'est pas drôle, mais en plus, sur un mandat qui est essentiellement un mandat rhétorique, c'est plus compliqué. Et j'ai plutôt... si je me suis investi en politique, c'est parce que moi, je considère que le taux de chômage en Vaucluse, qui est le plus élevé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça n'est pas une fatalité. Et donc, à un moment donné, on se retrousse les manches et on y va. Écoutez, c'est presque une transition. Merci en tout cas. Restez sur RCF. Dans un instant, nous aborderons ensemble en quoi le conseil régional, justement, sera un apport pour notre département. De retour avec notre invité Julien Aubert, 3e vice-président du conseil régional, pour aborder en quoi la région va aider notre département qui en a bien besoin. Julien Aubert, quel est votre programme d'urgence pour relancer l'économie et l'emploi dans le Vaucluse ? Vaste programme. Allez, il nous reste 10 minutes. Oui, alors d'abord, il faut avoir conscience que l'emploi n'est pas une compétence régionale. C'est une compétence nationale. Mais le développement économique, si. Et il est quand même lié à l'emploi. Il doit permettre de développer mais ça l'emploi. n'est pas l'emploi. Ce que je veux dire, c'est que l'emploi, la région, du développement économique. La région ne dirige pas les pôles emploi, par exemple. D'accord. Mais le développement économique. Le développement économique, oui. Donc, c'est pour ça que je redéfinis la question. Alors après, vous avez regardé sans doute notre programme au régional. Il y a, pour la partie rurale, l'idée de mieux coordonner et de mieux harmoniser les actions de toutes les structures qui s'empilent sur ce territoire pour venir en aide à l'emploi. Vous avez des comités de bassin d'emploi, vous en avez 3 rien que sur ma circonscription. Donc là, on veut essayer de favoriser les synergies et les aider à se rapprocher. Et je pense que la démarche doit aller plus loin parce qu'il y a d'autres acteurs. Et ces acteurs, des fois, se marchent sur les pieds avec d'ailleurs des moyens qui sont... Enfin, ça, franchement, c'est quand même, pour nos auditeurs, je pense, un peu abstrait. C'est un peu abstrait, mais en même temps... C'est pas des mesures très concrètes, quoi, pour développer l'économie. Mais vous savez, à un moment donné, il faut rentrer dans la technique. C'est-à-dire que, ça vous semble pas très concret, mais c'est très simple. En tout cas, ça répond pas à un plan d'urgence, que ça ressemble à du long terme. Vous m'avez parlé d'emploi. D'abord, je vous réponds sur l'emploi. Vous avez des comités de bassin d'emploi qui sont financés par la région. Vous avez, quand quelqu'un, peut-être que je m'exprime mal, mais quand vous avez quelqu'un qui dit, voilà, moi, je veux créer une entreprise en Vaucluse, j'ai un projet, etc. Il va s'adresser à des partenaires institutionnels. Aujourd'hui, rien que sur la ville de Carpentras, vous en avez facilement 3 ou 4 qui vont lui proposer des offres similaires, voire concurrentes, qui ne s'entendent pas toujours entre eux, pour des raisons de personnes,
qui se marchent sur les doigts et qui sont abondés par les mêmes collectivités territoriales. Avant d'aller conquérir l'Amérique, plan d'urgence pour conquérir l'Amérique, moi je vous parle du bateau. C'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas partir sans matelot et sans bateau. Donc le bateau, c'est déjà au lieu d'en avoir 4, on va essayer d'en avoir au moins un qui harmonise les choses. Ça, c'est pour les zones rurales. Ensuite, en matière de développement économique, nous aurons des actions sur l'apprentissage. Donc il y avait un autre programme qui était notamment, il y a désormais un seul centre d'apprentissage en Vaucluse. C'est quelque chose qui a été lancé jeudi dernier. Simplement, quand vous prenez rien que le centre d'apprentissage de Carpentras, il accueille 300, 350 apprentis. Il y en avait le double il y a 10 ans. Là, il y a un vrai sujet. C'est un sujet qui est complexe parce qu'à côté de ça, vous avez une structure qui héberge, qui est en déficit, qui s'appelle le Logis des Jeunes. Vous avez des plateaux techniques qu'on a fait partir, je rentre dans les détails très concrets, parce que moi, vous savez, je suis très terre à terre, qui sont partis sur Marseille, l'imprimerie par exemple. Donc, quel est le problème pour l'emploi? C'est que les jeunes qui sont non qualifiés, qui disent, moi, je veux, qui avant allaient au centre d'apprentissage de Carpentras, on leur dit, maintenant, il va falloir aller sur Marseille, avec derrière des enjeux de transport, de logement, etc. Donc, ça suppose de faire de l'aménagement du territoire et de réfléchir aussi à l'avenir de l'emploi dans le Vaucluse. Mon analyse, c'est que nous avons un moteur fort qui est l'agriculture, avec l'agroalimentaire qui est venu s'implanter là-dessus en convergence. On s'aperçoit que le pôle agroalimentaire, parfois les moyens ont manqué, que les chambres de commerce et d'industrie sont obligées de réduire leurs ressources, donc ça fragilise ce pôle. Donc là, il faut absolument éviter qu'il se désagrège. J'ai vu des articles de journaux, des fois, qui commençaient à dire, attention, telle école pourrait repartir, etc. Deuxièmement, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont réduit leur personnel. Alors c'est embêtant parce qu'un pôle, il faut aussi des entreprises qui soient là dans le domaine agroalimentaire. Simplement, l'agriculture, sa base s'est réduite. À côté de ça, on a le tourisme. C'est très saisonnier. Donc ça veut dire qu'il faut investir sur des nouveaux moteurs. Prenez par exemple ce qui se passe dans le Ventoux et sur le plateau de Sceaux, vous commencez à avoir des démarches dans le domaine de cosmétiques et de l'utilisation des plantes. Il n'y a pas que là d'ailleurs, vous avez l'utilisation du chanvre dans le sud du Beron. Et dans le Nord Vaucluse, vous avez tout ce qui est naturoptère, donc une réflexion sur l'utilisation des végétaux. Et je pense qu'on peut avancer là-dessus. Également, vous avez sur Avignon le projet French Tech. Mais ce qui suppose, dans ce cas-là, de se poser la question, quels seront les métiers de demain dans ce domaine-là? Et est-ce que nos centres d'apprentissage ne doivent pas d'ores et déjà préparer tous les jeunes non qualifiés qui pourront travailler dans le numérique? Parce que si demain, le numérique, c'est uniquement les gens qui sont Bac+5, on aura tout perdu sur... C'est le plan d'urgence du président Hollande qui prévoit de former 500 000 jeunes non qualifiés aux nouveaux métiers du numérique. Et de s'appuyer sur les conseils régionaux pour d'ailleurs faire ces formations. Oui, même si le plan de Hollande, j'ai pas exactement... Là, pour le coup, quand vous parliez de mesures concrètes, j'ai pas exactement compris. J'ai vu l'objectif. Mais moi, je peux vous dire aussi, demain, on va créer 1 million d'emplois, mais c'est pas le... Moi, je préfère vous parler de mesures beaucoup plus basiques. Henri Faucon. Oui, effectivement, former des jeunes sur des emplois à venir, c'est très bien. Mais encore faut-il savoir quels sont les besoins des entreprises. Est-ce que la première démarche n'est pas d'aller voir quelle main-d'œuvre devront employer les entreprises dans les années à venir? Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire que la première, et ça d'ailleurs, ça se rapproche de la rationalisation des dépenses. La formation professionnelle et l'apprentissage, c'est 400 millions d'euros. 200 millions sur l'apprentissage, et puis environ 200 millions sur la formation professionnelle. Ma croyance, c'est qu'il y a un certain nombre de sommes consacrées à la formation professionnelle qui sont perdues, parce que ça va financer des gens qui se retrouvent ensuite dans des impasses. Parce qu'ensuite, ça ne correspond pas aux besoins des entreprises. Donc, il y a là une convergence. Je pense qu'il faut aller voir les entreprises en leur disant de quoi avez-vous besoin et de fermer les formations qui ne servent à rien. Voilà. Simplement, on ne va pas faire croire aux auditeurs qui nous écoutent que ceci sera fini à la fin de l'année. En réalité, ça va être un processus très long. Il y a des acteurs qui parfois en vivent, voire en survivent. Donc, il faut réfléchir à la démarche. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, nous avons mis dans le programme, et je terminerai sur ça, la banque d'apprentissage qui permet de mettre en relation les entrepreneurs et les apprentis de manière à faciliter les stages, ce qui suppose donc d'approcher les entrepreneurs et de voir de quoi ils ont besoin. Ça veut dire que concrètement, donc, le processus il est long. Vous avez 6 ans pour pouvoir inverser une tendance. Quels seraient les éléments précis qui vous permettraient de dire que nous avons réussi en 6 ans à changer? Est-ce qu'il y a des éléments, des chiffres, des choses sur lesquelles on peut... Allez-vous infléchir la courbe du chômage dans le département? Moi, j'évite de prendre des engagements. Est-ce que c'est sur le nombre de créations d'entreprises? Est-ce que c'est quels vont être un peu les éléments que vous allez prendre pour mesurer tout ça? Je viens du secteur des chiffres, et donc j'ai une méfiance profonde pour le chiffre. J'ai passé des années à contrôler le ministère des Finances qui me sortait des statistiques bidons et erronées
c'est très facile de bidonner un chiffre ou un indicateur de performance. Parce que C'est rassurant. Mais oui, mais c'est vrai. Mais attendez, moi, je peux vous raconter des anecdotes. Non, où- ça va être trop long autrement. Bon, on J'ai quand faisait même baisser merci. le déficit de la France d'1 milliard d'euros entre le 31 décembre et le 1er janvier en faisant des écritures comptables. Bon, donc pour moi, c'est quoi ? Premièrement, l'équilibre des comptes. Parce que pour un vice-président en finance, c'est ça. C'est faire en sorte que la région arrête de s'endetter pour fonctionner. Et ça veut dire quoi ? Plus de dette au bout de Ah 6 non, ans non, quand non, même pas. non, non. Mais c'est quoi ? La Non, moitié de la non. dette Non, c'est pas sur la dette. Parce que la dette, elle peut être bonne ou mauvaise. C'est déjà qu'on arrête de puiser dans notre épargne brute, n'est-ce pas, pour fonctionner. Deuxièmement, c'est le ratio investissement-fonctionnement. Aujourd'hui, 75% des ressources sont consacrées au fonctionnement. C'était 50-50 il y a 18 ans. Donc moi, je pense qu'il faut retourner vers du 50-50 parce que ça veut dire qu'on libère des capacités d'investissement. Et puis Donc, ce qui troisièmement... n'est pas destiné au fonctionnement va dans l'investissement. Voilà. Bien d'accord. Et puis troisièmement, le chômage. Je crois que c'est assez simple, et notamment le chômage des non qualifiés. C'est-à-dire que si nous arrivions à faire reculer le taux de chômage et que le Vaucluse arrête d'être l'un des départements les plus pauvres de France, au bout de 6 ans, même si aujourd'hui on est 7e, si on est 14e dans 6 ans, mais je pense que nous aurons eu une action positive. La non-qualification est quand même relativement liée à un échec scolaire. Donc comment on essaie de lutter contre cette difficulté-là ? À mon avis, c'est plus au plan national, c'est qu'il faut arrêter de croire que le modèle unique de l'éducation nationale est fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des études longues, qui développent d'autres capacités. Moi, j'ai toujours été très mauvais en travaux manuels, mais j'ai fait l'ENA. Et heureusement, dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas passer le concours de l'ENA. Par contre, pour réparer un moteur de voiture ou pour faire de l'électricité, ils sont 1000 fois plus qualifiés que moi. Ben, il faut arrêter de faire croire aux gens que tout le monde peut faire de la sociologie et Bac plus 5 et qui trouveront un boulot. Au contraire, il faut les orienter. Et c'est pour ça que nous avons déposé une proposition de loi avec Christian Estrosi visant à faire l'apprentissage dès 14 ans. Il faut revaloriser les métiers manuels. Ça passe obligatoirement par C'est bien l'apprentissage. résumé. Ça passe par l'apprentissage. La France est très en retard. Des pays comme l'Allemagne, par exemple, sont bien en avance sur nous vis-à-vis de l'apprentissage. Et là, à combien estimez-vous le nombre d'apprentis qu'il faudrait former en Vaucluse par an ? Et aujourd'hui, alors sur le plan régional, on est à 38 000 et il faudrait passer à 50 000 au plan régional, 12 000. Vous faites une règle, ça fait... il faudrait doubler le nombre d'apprentis en Vaucluse. Et ça veut dire, pardon, excusez-moi, Voilà. mais est-ce que ça veut dire que les entreprises sont en capacité aussi de pouvoir les recevoir, les former, Les payer Non. les payer ? avec Non, les charges c'est tout le problème de la politique moderne. C'est que même si on trouve des entreprises, on ne changera pas aujourd'hui le code du travail qui fait que certaines entreprises rechignent à prendre des apprentis parce que quand ils se comportent mal, ils les traînent aussi comme des boulets parce qu'il y a des jeunes qui parfois ne se comportent pas bien dans le monde du travail. Et puis ensuite, on ne changera pas non plus du jour au lendemain l'activité économique. Donc il y a des moteurs à mettre en place, il y a des outils à mettre en place, mais tout n'est pas dans les mains de la région. Il y a beaucoup de choses qui se règlent au plan national. Dans le contrat de plan, l'emploi et la jeunesse représentent 2% du budget. Alors je sais bien que ce n'est pas du ressort de la région, mais bon, c'est quand même anecdotique là. C'est vrai, mais vous savez, après, enfin, si vous regardez uniquement en termes budgétaires, il est évident que des grands équipements d'infrastructures vont pomper la majeure partie du budget. Voilà, on arrive au terme de notre émission. Merci Julien Aubert d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ainsi que nos auditeurs. Remerciements également à toute l'équipe qui a travaillé à la préparation de cette émission, Dominique Ribas, Olivier Meunier, Vinicius de Souza à la technique et Patrick Nipiller et Henri Faucon. Si vous êtes arrivé en cours d'émission dès demain, vous pouvez la réécouter sur notre site www.rcf.fr.